Il compte dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il est conscient qu'il ne suffit plus d'alerter, de nous dire que la maison brûle. Il faut passer à l'action. Il a imaginé un monde décarboné avec de nouveaux modes de vie, une économie florissante et le plein emploi. Voici Jean-Marc Jancovici. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marc Jancovici, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous êtes ingénieur, youtubeur, enseignant et fondateur du Shift Project. C'est ce qu'on appelle un think tank, c'est-à-dire un groupe de réflexion sur l'écologie. Et vous publiez ce livre cash et concret qui s'appelle « Le plan de transformation de l'économie française ». C'est aux éditions Odile Jacob. Et c'est un guide pratique qui propose des solutions claires pour réussir l'exploit de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 5% par an, soit 80% à l'horizon 2050, sans impacter l'économie et en permettant à tout le monde de trouver un emploi. J'ai bien résumé ? Très bien, sauf le sans impacter l'économie, parce que ça va énormément impacter l'économie. En fait, le but, c'est bien de la transformer. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans ce bouquin. Transformer l'économie. Mais ce que je veux dire, c'est créer des emplois. Non, bien sûr. Non, la transformer. Oui. Mais créer des emplois. Alors, on va transformer beaucoup d'emplois dans cette histoire. On veut surtout qu'à l'arrivée, tout le monde en ait un. Tout le monde en ait un. Voilà, pas nécessairement celui qu'on aura au départ. Alors, un cas concret, ce qu'on vient de voir dans la Creuse avec Paul et Abda. Une grande place est consacrée à la mobilité dans votre livre. Le vélo et les transports en commun, c'est bien, mais dans plein de régions, c'est pas possible. Alors, souvent, en France, on adore le tout ou rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une bonne idée, on pense qu'elle doit s'appliquer à absolument tout le monde. Nous, ce qu'on propose là-dedans, c'est de faire les choses de manière graduelle. C'est-à-dire à partir du moment où progressivement on doit avoir moins de voitures, il faut évidemment commencer par là où c'est le plus facile. Alors là où c'est ville. Et en particulier celle où nous sommes en ce moment. Bon. Passer par exemple de la voiture à autre chose que la voiture dans l'agglomération parisienne, c'est plus facile qu'effectivement dans la Creuse. Mathieu, là qu'on vient de voir, voilà, absolument. Qui doit aller voir des potes à 20 bornes. Absolument. Et par ailleurs, on ne dit pas que la même solution doit s'appliquer à tout le monde. Il faut qu'il y ait un éventail de solutions. Par contre, ce qu'on dit, c'est que pour que ça fonctionne, il faut un peu planifier, il faut un peu s'organiser, on va dire. Si on a envie, nous, totalement de changer de vie à l'échelle individuelle, en général, on ne fait pas les choses à la dernière minute et absolument n'importe comment. On a un plan. Puis on essaye de le suivre. Donc ce qu'on a proposé là, c'est un peu... Je peux vous couper ? Oui. Quand vous dites nous, quand vous dites on, c'est qui C'est qui ? Parce que vous n'êtes pas seul à avoir écrit Alors le livre. c'est l'équipe. En fait, vous savez, les éditeurs, c'est des coquins, donc ils mettent toujours le nom le plus connu sur la couverture. En fait, derrière, il se trouve que c'est moi, les autres sont encore moins que moi. Mais derrière ce livre, il y a des dizaines de gens qui ont piloté le travail. Et il y a des centaines de contributeurs, des milliers de relecteurs. Toute proportion gardée, c'est un peu comme quand le GIEC fait un rapport, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Et donc, c'est l'équipe du Shift Project et on va dire les gens qui gravitent autour et qui, de temps en temps, donnent un coup de main. D'accord, ok. Je vous ai coupé, excusez-moi, allez-y. Non, mais c'était votre métier. Ok. Les énergies fossiles sont une drogue dure et on est tous accros. Pourquoi on est accro aux énergies fossiles ? Parce que c'est vachement bon. En fait, la civilisation industrielle, celle qui nous a donné justement des voitures, des smartphones, de la viande pas chère et les vacances au ski, elles sont arrivées avec les énergies fossiles. Quand on regarde l'histoire des hommes depuis quelques milliers d'années, on est en transition énergétique permanente. Le feu, ça date d'il y a 500 000 ans. Et les énergies renouvelables, c'est les énergies les plus anciennes qu'on utilise. Marine à voile a précédé la marine à charbon et au diesel. Les moulins à vent et à eau, il y en avait partout dans l'Empire romain. Et en fait, ce qui a permis l'émergence de la magnifique cravate que vous portez, eh bien, c'est les combustibles fossiles. Oui, là-dedans, il y a du pétrole, malheureusement. Tout est fossile ici, c'est ça ? Absolument tout. Ouais, ça, c'est fossile. Les caméras, les projecteurs, les cravates. Tout partout. Une catastrophe. Les produits de maquillage qu'on m'a mis sur le visage, enfin, tout ça, il y a des dérivés du pétrole là-dedans. Donc en fait, ce qui a fait l'avènement de la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est les combustibles fossiles. C'est pour ça que c'est si difficile de s'en passer. En fait, la transition énergétique, c'est pas un truc qu'on peut faire à côté des choses sérieuses. On peut pas couper le cordon. Oui, on peut pas faire à côté des choses sérieuses qui sont les retraites, la géopolitique et je sais pas quoi. En fait, tout est lié à ça. Donc tant qu'on n'arrive pas à couper le cordon... C'est très dur de couper le cordon parce que ça veut dire en fait changer énormément de choses. 80% de la population en ville, c'est les combustibles fossiles. Tous les pays qui se mettent à consommer plein d'énergie urbanisent leur population. Le fait que la nourriture ne vaille pas cher, c'est des combustibles fossiles. Le fait qu'on se déplace facilement. Vous savez, c'est en 1952 que la distance moyenne parcourue en voiture s'est mise à dépasser la distance moyenne parcourue à pied. 1952, enfin pour moi c'est pas si vieux, je suis né un peu après, mais enfin c'est mes parents quoi. Donc à l'époque où mes parents sont nés, on faisait plus de distance dans la journée à pied qu'en voiture en moyenne dans le pays.
Donc c'est se passer de ce qui a totalement transformé le pays, c'est vraiment quelque chose de très difficile, ça demande d'y réfléchir beaucoup. Donc là, c'est un premier pas en plus, ce qu'on a fait. On est très loin d'avoir fait tout le chemin. Alors c'est un livre très pratique, hyper bien foutu. Pour chaque chapitre, par exemple, la mobilité quotidienne, vous avez en première page une infographie qui est ici, avec le secteur aujourd'hui. Il y a les leviers pour décarboner, il y a la transformation en horizon 2050, la résilience et l'emploi que ça va créer. Et tout y passe. Il y a des chapitres surtout sur la santé, le logement, la culture, l'automobile, l'agriculture. Sur quel sujet vous avez le plus ramé ? Difficile à dire parce que en fait c'est un projet entrepreneurial cette affaire-là, et dans un projet entrepreneurial, là où on rame le plus, c'est souvent là où on a le plus de mal à trouver les gens qui vont faire. C'est beaucoup plus ça qui nous a limités en général que la difficulté de s'attaquer au sujet, parce qu'en termes de méthode, on avait toujours la même. La méthode, c'est on va regarder ce qui est vraiment limitant pour transformer le monde dans lequel on vit, et ce qui est limitant, c'est pas l'argent. Alors ça va peut-être faire sauter en l'air la personne que vous avez interviewée juste avant en disant comment je m'en sors avec le SMIC, mais en fait quand on regarde au niveau de la politique publique, on va dire, c'est pas ça qui est le plus limitant. Ce qui est le plus limitant, c'est les ressources physiques. L'espace, le métal, l'énergie, les mètres carrés, tout ce qui se compte en mètres carrés, en litres, en kilowattheures, etc. Et c'est les compétences. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple des transports, mais je vais prendre l'exemple du bâtiment. Aujourd'hui, par exemple, dans le bâtiment, ce qui fait que les plans gouvernementaux de rénovation des bâtiments n'avancent pas vite, c'est en général un problème de compétences. Il faut trouver les gens qui savent faire. Il faut trouver les artisans qui ont envie de faire, etc. Les jeunes qui ont envie de faire ce métier. Enfin, c'est ça le facteur limitant. Et nous, on a commencé par regarder ça d'abord. Donc, c'est créer de l'emploi. Oui, le plus compliqué. Oui, c'est créer les emplois dont on a besoin. Par exemple, dans notre plan, on pense qu'il faudrait mettre 500 000 personnes en plus dans l'agriculture. Il faut les trouver. Aujourd'hui, si vous allez discuter avec des gens qui ont des exploitations fruitières, etc., ils vont vous dire, quand on arrive à faire venir du monde, souvent, c'est des gens c'est de l'immigration. Et les jeunes, c'est pas ça qui les fait rêver. Donc, c'est un des facteurs limitants qu'on a. Les compétences. Et nous, c'est vraiment comme ça qu'on est rentré dans le problème. On avait toujours la même logique partout, que ce soit l'industrie lourde, la santé, la culture, etc. C'était toujours pareil. Donc on n'a pas vraiment ramé pour essayer d'avancer. Il y a des secteurs dans lesquels c'est plus facile de faire des propositions très opérationnelles que d'autres. Lesquels, par exemple ? Par exemple, dans le logement, c'est plus facile de faire des propositions opérationnelles parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un logement qu'un autre logement. Il y a toujours des chambres à coucher, des cuisines, des couloirs pour se déplacer. Vous dites qu'il faut arrêter de construire ? Il faut moins construire. Aujourd'hui, on construit chaque année 2 fois plus qu'on ne crée de ménages. Oui, vous dites jamais il faut arrêter. Vous dites non, mais ça n'a pas de sens. Il faut faire moins. Mais ça n'a pas de sens. Arrêter totalement, c'est un truc monstrueusement brutal. De toute façon, on pourrait le dire, on peut s'époumoner, on fera les... Allez, ça nous vaudra un peu de curiosité sur les plateaux de télé, ça n'a aucune portée pratique. C'est ce qu'on appelle l'écologie positive ? Alors, c'est des propositions... Oui, on peut dire ça comme ça. De toute façon, ce qui nous fait rêver, c'est jamais l'interdiction. Je veux dire, c'est pas l'interdiction qui nous fait avancer. Donc on sait qu'elle existe, on sait qu'il faut en tenir compte, mais in fine, c'est pas ça qui va nous faire lever le matin et qui va faire qu'on a envie de faire ce qu'on fait. Jamais. Donc là, on a essayé de tracer des directions. Et par ailleurs, quelque chose qui est très important dans le domaine de l'écologie, c'est qu'il faut changer ses habitudes. Et changer ses habitudes tout seul, c'est très désagréable parce qu'en général, on sort du groupe dans lequel on était bien, parce qu'on se met à se comporter différemment, et on n'a pas encore trouvé un autre groupe dans lequel s'insérer. Donc, quand on essaye d'agir de façon collective, on n'a pas ce problème-là. On n'a pas ce problème dans lequel on se sort d'un groupe social, dans lequel on est inséré, dans lequel on se sent bien. Et c'est pour ça qu'il faut proposer des choses qui relèvent de l'action collective. Donc par exemple, qu'est-ce que je dois faire demain ? Qu'est-ce qu'un groupe entier devrait faire pour... Il faut changer de métier parce que l'empreinte carbone de votre métier vraiment est catastrophique. Non, je plaisante. Et l'empreinte carbone de ça ? Tout petit truc. Oui, bien sûr. Non, mais la question vertigineuse, comment on nourrit les milliards d'humains sur la planète sans polluer ou on pollue au moins, par exemple ? On ne peut pas ne pas polluer quand on est 8 milliards d'hommes sur Terre, de toute façon, c'est juste impossible. Donc ce qu'on propose là, c'est graduellement d'en faire de moins en moins. C'est ça qui nous paraît être intéressant. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire demain ? On va dire, il y a des choses qui sont assez simples à faire à son niveau, sans investissement. Par exemple, changer de régime alimentaire, manger progressivement moins de viande. Donc je ne dis pas de ne pas manger de viande. C'est ce qu'on voit là. Voilà, manger moins. Là, c'est les propositions qu'on fait sur l'agriculture. Voilà. Et comme par ailleurs, on n'a rien contre les éleveurs qui font un métier plus difficile que vous et moi. Chômage aussi. Oui, puis ils font un métier plus difficile que vous et moi. À ce moment, ce qu'il faut, c'est par ailleurs qu'on ait des dispositions qui vont être capables de continuer à exercer leur métier dans de bonnes conditions. Ce qui veut dire, en pratique, revaloriser les productions qu'ils fournissent. Donc il y a tout un équilibre économique à trouver autour des propositions qu'on fait.
Mais nous, on a commencé, encore une fois, par traiter le problème sous l'angle physique. Alors, ce qu'on peut faire au niveau individuel, donc l'alimentation, on peut faire sur les déplacements, on peut faire sur les achats. Une bonne partie de notre empreinte carbone, hein, c'est à peu près 20%, c'est ce qu'on achète. Tout ce qu'on achète, hein, les vêtements, l'électronique, les meubles, les tables, les chaises, enfin absolument tout. Donc par exemple, ne pas se précipiter au solde. En fait, alors évidemment, vous allez me dire, si on ne se précipite pas au solde, que deviennent les gens qui fabriquent ce qu'on achète? Bien évidemment, c'est une préoccupation tout à fait légitime. Donc à l'individu, au consommateur, d'arriver à se modérer un peu. À la collectivité de se dire, si on arrive à rendre désirable pour la collectivité le fait de se modérer un peu, comment est-ce qu'on réorganise l'emploi et la production? Voilà, les rôles doivent être répartis. Mais quand on voit les gilets jaunes, c'est un mouvement qui est né après l'augmentation de la taxe sur l'essence, est-ce que les Français sont vraiment prêts à accepter de tels sacrifices? Ils sont pas prêts à être livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a constaté autour de toutes les consultations, parce qu'on a demandé énormément d'avis dans le cadre de ce travail, on a été voir des milliers de gens en leur demandant, en leur posant des questions pour savoir ce qui leur faisait peur, etc. Et en fait, une des choses dont les gens ont horreur, vous, moi, tout le monde, c'est de ne pas avoir d'alternative. Donc là, on a vu dans le sujet qui était juste avant, la jeune femme qui dit moi j'ai besoin de ma voiture pour venir au travail, il est juste puis elle va pas se mettre à bosser de chez elle si elle bosse dans un garage, un peu compliqué, télétravail dans le garage. Donc il faut proposer des alternatives aux gens et leur dire simplement je vais vous monter le prix de l'essence et débrouillez-vous, c'est pas une alternative. L'alternative, c'est dire, par exemple, on va obliger les constructeurs à avoir une fraction plus importante de petits véhicules électriques. Et puis, si la jeune femme que vous avez interviewée n'a pas les moyens de s'en acheter un, on va lui subventionner. Et parce qu'on peut trouver de l'argent pour ce genre de choses. Aujourd'hui, quand on regarde où va l'argent, il ne va pas nécessairement au bon endroit. Et par ailleurs, s'il n'y a pas de prise pour recharger le véhicule là où elle bosse, on peut en installer une. Voilà. Donc, il y a des investissements à faire. Et on ne peut pas dire juste on va augmenter le prix de l'essence et puis derrière, débrouillez-vous. Et nous, on ne veut pas en entendre parler. Ça ne marche pas. Donc, il faut, quand on a... C'est l'idée du plan, toujours pareil. Il faut s'organiser et avoir une alternative à proposer. Vous avez tenté d'influencer tous les présidents avec votre think tank, de Sarkozy, Hollande et Macron. Qui a le moins mauvais bilan écologique? Quand vous demandez de départager des gens qui ont 3, 4 et 5 sur 20, c'est difficile. Hein. Qui a 5 oui. alors? Non, mais je ne sais pas vraiment répondre à cette question. On peut faire un rapide panorama. Sarkozy avait fait un truc intéressant avec le Grenelle de l'environnement. Il a complètement raté sa chance en 2009 quand il a commencé à dire l'environnement ça suffit. Il n'a juste pas vu le sujet, ce qui est dommage. Hollande, essentiellement, il était sur un sujet environnemental j'ai une alliance avec les Verts dont je vais m'occuper de dire du mal du nucléaire, puis je m'arrête à peu près là. Et Macron, il a pris l'héritage de Hollande en ayant... il fait du Macron, quoi. Un coup oui, un coup non, un coup à gauche, un coup à droite. Il n'y a rien de lisible, vraiment, quoi. Et du coup, vous la sentez, la volonté? Vous la sentez, la volonté? Non, mais c'est pas avant tout aux politiques qu'on s'adresse avec cet ouvrage, c'est avant tout à leurs électeurs. En fait, cet ouvrage, il est avant tout destiné non seulement aux gens qui votent, mais aux gens qui représentent des gens qui votent. Par exemple, les partenaires sociaux. Depuis le début de ce travail, on a noué des contacts avec toutes les organisations syndicales. Et c'est des gens avec qui on aime bien aller discuter, parce que c'est évidemment les premiers concernés quand il doit y avoir des grandes mutations sur l'emploi. On va discuter avec des dirigeants d'entreprise, on va discuter avec des gens du monde académique, parce qu'en fait, c'est eux qui, derrière, notamment quand ils vous font face, vont faire un peu caisse de résonance et vont influencer ce que, éventuellement, les politiques pourront décider. Vous en avez fréquenté quelques-uns, vous les brocardez suffisamment souvent, vous savez que, à juste titre, vous savez que les politiques sont essentiellement des exécuteurs testamentaires, c'est-à-dire ils réagissent à l'opinion. Donc, en fait, il faut s'adresser à l'opinion. Voilà, c'est ce que vous faites avec ces couvertures qui dit tout. On se retrousse les manches. Merci Jean-Marc Jancovici. Le plan de transformation de l'économie française, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci d'être venu discuter avec nous. À bientôt. Merci. À bientôt. C'est un